problématique de tout ce schéma d'évolution, c'est que lorsqu'un ego cherche une réponse, le pire qui peut lui arriver, c'est qu'il la trouve. Lorsqu'un ego trouve la réponse est nécessairement un ciseau à bois qui vient façonner dans l'ego une marque, et ça ne vient pas briser une partie de sa constitution. Cela implique que chaque fois qu'un ego trouve une réponse, il doit nécessairement changer les choses. Comme toute résistance que va opposer une mémoire au changement égale une souffrance, nécessairement, étant donné que l'ego refuse le changement, cette forme d'évolution, quand il y a de l'ego, est une souffrance. Il y a moyen, bien évidemment, de transformer, de reprogrammer l'ego d'une façon suffisamment subtile pour que l'ego vive des petites souffrances à peine perceptibles et que finalement, au cours de millions d'années, son évolution se fasse totalement à son insu, une anégoïsation à long terme qui n'engendre aucune souffrance apparente et qui permet à l'ego de vivre une vie de souffrance non évolutive pendant des millions d'années. Le problème, c'est qu'à un moment donné de l'évolution, lorsque l'ego finit par en arriver à une perception plus avancée du monde, il fait ce que lui-même appelle, il se réveille, et parce qu'il se réveille, son évolution sans souffrance cesse, et il commence une évolution où il a une conscience astralisée, une conscience mémorielle de l'évolution. Alors il commence à souffrir. Quel que soit le chemin qui sera pris par un être humain, l'évolution de toute façon passera par une phase d'intense souffrance du point de vue de l'ego, du point de vue de la psychologie. Et le grand de la souffrance, c'est que la majorité de ce que l'ego a en mémoire expérientielle ne doit pas être changé, mais c'est la valeur émotive des choses qui l'habitent ou qui le constituent qui doit être changée. C'est-à-dire que le ciment qui permet aux agglomérats de vos égos de se relier doit être éliminé pour être remplacé. Et chaque fois qu'on brise les joints de ciment, des parties de briques tombent. Et l'ego vit cela comme une souffrance majeure, une souffrance qui lui amène une incompréhension totale de son existence, de sa présence, où il est toujours confronté à des paradoxes de l'évolution, où on va lui dire que telle chose est mauvaise, mais qu'en même temps telle chose est bonne. Que l'orgueil c'est bon, que l'orgueil c'est mauvais, que la joie c'est bon, que la joie c'est mauvais. Alors finalement, il en arrive à une conclusion que tout est illusion. Et on vient raffermir la problématique en lui disant qu'effectivement, tout est une illusion et que l'illusion est une réalité. Alors, de paradoxe en paradoxe, c'est l'ego qui essaie de comprendre à partir de son schéma mémoriel et non pas à partir de l'énergie que va créer chez lui le paradoxe. L'ego vit un stress de l'évolution, sinon une fièvre, qui peut engendrer différentes pathologies et différents problèmes neuroniques endocriniens qui déstabilisent l'ego. Un paradoxe ne doit pas être compris. Un paradoxe doit faire vibrer. Un paradoxe doit faire sourire l'ego. Tout est illusion et l'illusion est une réalité. Étant donné que tout est illusion, la réalité est nécessairement une illusion. Si toutes les réalités deviennent des illusions, nécessairement il n'y a que des illusions. S'il n'y a que des illusions, l'illusion est une réalité. Un paradoxe, c'est là pour faire sourire l'ego. Un paradoxe, c'est de l'énergie qui cumule en lui-même et le bien et le mal, et le compris et l'incompris, le négatif et le positif. Le paradoxe, c'est l'alliance de la thèse et de l'antithèse. C'est la synthèse énergétique des mécanismes perceptibles par un ego. Dieu est une création de l'homme. Dieu est mauvais. Il manipule l'homme. Et pour la majorité des humains, Dieu est bon. Il manipule l'homme. Ce sont des paradoxes. Si l'être humain parvient à supporter énergétiquement ce paradoxe, d'un côté comme de l'autre,
il gagne en énergie. Si l'être humain essaie de comprendre le paradoxe plutôt que de le supporter énergétiquement, il brûle de l'énergie. Il se stresse, il panique un peu, lentement il décroche, il cherche ailleurs, il suit les paradoxes, parce que l'ego, dans son évolution, veut une vérité. Pas un paradoxe, une vérité. La pluie, ça inonde, ça tue. Mais sans la pluie, il y a la mort. Après la pluie, vivement le soleil. Une grande partie de la planète attend après le soleil, alors qu'une autre grande partie meurt sous les rayons du soleil. Ils attendent après la pluie, ils vivent la sécheresse. C'est un paradoxe. Le soleil est mortellement vivifiant. La pluie est mortellement vivifiante. Lorsque l'être humain recherche une vérité stable, une stabilité de l'ego dans ses concepts de la création, dans son concept de sa présence planétaire, il recherche une stabilité qui n'existe pas dans la réalité. Alors l'être humain, au fur et à mesure de sa conscientisation, va vivre de paradoxe en paradoxe, où tout ce qui est bon est mauvais et où tout ce qui est mauvais est bon. Alors finalement, il en arrive à un paradoxe intéressant qui fait que la matière, si elle n'a pas le temps d'exister, n'existe pas. Et le temps n'est perceptible que par l'usure de la matière sur elle-même. Le temps est une quantité de matière ou d'espace, c'est la même chose. L'espace est une quantité de temps. Une chose définie par une chose qui est définie par elle-même n'existe pas. Donc, il n'y a ni temps ni espace. C'est un paradoxe. Le paradoxe arrive à un point culminant lorsque la matière, animée comme l'homme, prend un certain temps pour dire que la matière et le temps n'existent pas. Et là, ça crée un paradoxe qui fait frémir l'ego et qui lui engendre chez lui la problématique de savoir j'existe ou pas. Si la matière n'existe pas, je n'existe pas. Mais quand moi, qui n'existe pas, veux traverser un mur qui n'existe pas, ça fait mal. C'est un paradoxe. Et lorsque l'ego essaie de comprendre le paradoxe, il ne peut faire autrement que de se sentir mal. Il ne peut faire autrement que d'être malade. Et lentement, il voudra avoir raison. Soit qu'il n'existe pas, soit qu'il existe. Mais il aura de la difficulté à vivre les deux états en même temps. C'est paradoxe. Alors il se rendra malade, preuve de son existence. Alors il pensera sans arrêt dans sa tête, preuve de son existence. Alors l'ego va tenter d'éliminer le paradoxe par l'intellect, l'ajusteur psychologique, et par les deux grandes lois qui le régissent, s'exprimer et se nourrir. Pour s'exprimer, l'ego travaille par le corps physique, dans le système neuronique et dans le système endocrinien. Il s'exprime. S'exprimant, il engendre des perturbations à l'extérieur. Lisant les perturbations engendrées à l'extérieur par le biais de ses sens, il sait qu'il existe. Alors, nécessairement, il refuse le paradoxe qui amène la compréhension, qui supporte l'énergie, que le temps et l'espace n'existent pas. Étant donné qu'il a la faculté de conserver dans une instantanéité des choses qu'il croit avoir vécues, il ne peut faire autrement parce qu'il ne peut se connaître que par la mémoire, que d'obliger et de tout faire pour certifier le fait que le passé existe. Le passé se doit d'exister parce que l'ego n'existe que dans le passé. Si le passé n'existe pas, l'ego n'existe pas. Le problème, c'est qu'il y a suffisamment de place dans l'instantané pour établir un passé. Mais le passé n'a pas la même saveur qu'égoïquement elle est projetée. Le passé instantané est un passé qui vit dans l'instantanéité. Une illusion immédiate fait partie des bribes de vie instantanée d'une conscience égoïque, sauf que celle-ci n'est pas capable de comprendre que ce qu'elle vit dans ce qu'elle appelle le passé est vécu dans une instantanéité du présent, et n'étant pas capable de le comprendre, elle s'illusionne qu'elle le vit dans un autre temps, dans une autre dimension, dans un passé. La problématique de l'évolution de l'ego, c'est qu'il a peut-être appris ce qu'était une forme, mais il n'a absolument pas compris
Et c'est ça. Alors, l'ego est une forme. Une forme, c'est une mémoire hautement structurée qui conserve son identité. Une forme, c'est quelque chose qui a la faculté instantanément de conserver sa personnalité. Lorsqu'un phénomène énergétique, lorsqu'un phénomène existentiel, personnalisé ou pré-personnalisé, existentiel ou super-existentiel ou pré-existentiel, personnel, ça va de soi. Je résume un peu. Lorsqu'un phénomène énergétique, lorsqu'un événement, lorsqu'un mouvement ne conserve absolument pas sa forme, il n'est absolument pas perceptible par tous les égos qui existent à partir de la forme. Lorsqu'une chose qui n'a pas de forme vous passe devant les yeux, vous ne pouvez la voir. Lorsqu'une chose qui n'a pas de forme traverse vos oreilles, vous ne pouvez pas l'entendre. Lorsqu'une chose n'a pas de forme, pour l'homme égoïsé, elle n'existe pas. Et c'est le problème. La forme existe exclusivement dans un système de compression des dimensions, un système qui se résume à 4 dimensions. En delà, il n'y a pas de forme réelle, et au-delà, il n'y a plus de forme. Dans un système où il y a une hauteur et une largeur, et du temps, un système tridimensionnel, la forme existe seulement sur un point de vue. N'ayant pas d'épaisseur, si vous voyez une personne bidimensionnelle dans l'espace et unidimensionnelle au niveau du temps, si vous voyez une personne qui un jour n'a qu'une hauteur et une largeur, si elle se tourne sur le côté, n'ayant pas d'épaisseur, elle disparaît à votre vue. Cela veut dire qu'un être humain ou n'importe quel objet qui est assujetti à cette limitation formique de temps, pour pouvoir exister dans le temps suffisamment longtemps pour que vous puissiez l'expérimenter du point de vue de l'ego, si cet individu serait capable d'avoir une hauteur et une largeur et pas d'épaisseur, cela veut dire que lorsqu'il se tourne l'épaisseur vers vous, vous ne le voyez plus, il n'existe pas. Et quand je dis il n'existe pas, je veux dire il n'existe pas. Ça veut dire que cet individu, s'il se tourne de côté, peut traverser tous ces systèmes de matière qui sont placés en largeur, en hauteur, et tous les systèmes de matière qui ont aussi une épaisseur. Étant donné que de ce côté, il n'existe absolument pas, même si comme ça il existe, n'existant pas comme cela, il traverse tout ce qui existe. Le système de la forme est la structure de base qui constitue tout le cheminement évolutif illusoire de l'homme. Étant donné que nous sommes présentement dans un contexte tridimensionnel dans l'espace et unidimensionnel dans le temps, donc quadridimensionnel dans un espace-temps, nous nous contentons exclusivement d'observer à partir de la cristallisation quadriformique, les 4 espaces-temps qui nous constituent, nous nous contentons d'absorber que ce qui est exprimé dans les 4 dimensions. Et c'est un problème majeur qui fait en sorte que l'être humain ne peut pas comprendre totalement ce qu'est l'évolution. Et chaque fois que l'intelligence active, que l'intelligence instantanée, que l'énergie supramentale agitée par le de pensée tente de venir imprimer dans un système quadridimensionnel une mémoire à 3 dimensions, l'information de choses qui ne sont pas formées, l'ego souffre. Il ne comprend pas. Il a peur. Il est malade. Il a le siège. Il est étourdi. Il s'endort. Il est perdu. Il perd de l'énergie. Il se sent violemment frustré. La forme, c'est le véhicule par lequel tout ce qui est existentiel, tout ce qui est réactivé, tout ce qui est présent dans d'autres dimensions que les nôtres, la forme est le véhicule par lequel toutes ces choses peuvent parvenir à nous.
Nous devons comprendre ce qu'est la forme. Nous devons apprendre ce qu'est la forme. Nous devons utiliser la forme. Et nous devons accepter la forme. La forme est la mécanicité excipionnelle que doit prendre tout ce qui provient de l'au-delà de ces 4 dimensions pour que nous puissions y avoir accès. Cela veut dire que lorsqu'une mécanicité hautement intelligente parvient chez vous, elle se devra d'aborder une forme. Parce que sinon, toute votre structure d'évolution de conscience n'y aura pas accès. Ça veut dire que la majorité de l'expression supramentale parvient à l'être humain par la parole. Les mots sont une forme. Ils sont mesurables par un oscilloscope. Ils ont 3 dimensions et ils voyagent. Ils sont donc assujettis au temps. La parole a une vitesse limite. La vitesse limite du son. Mais lorsque nous prenons un mot, c'est la façon dont l'énergie, dont ce qui n'est pas formique, procède pour être quadridimensionnalisé et amené à l'homme pour que l'homme puisse parvenir à comprendre. Chaque fois que l'intelligence emploie un mot, elle communique à l'homme des choses qui ne sont pas quadridimensionnelles. Et elle ne peut les communiquer à l'homme que par le système de la forme. Alors, tout ce qui est emmagasiné dans la conscience de l'homme est toujours emmagasiné à partir du système formique, le système des formes. Le mot X, I-Q-U-E, veut dire qui se rapporte à science, scientifique, biologie, biologique, forme, formique, âme, amique, égo, égoïque. Tous les systèmes formiques, donc qui sont attribuables aux formes, ne sont que des véhicules, des illusions. Une illusion qui contient en lui, de par sa présence, la réalité. On ne doit pas attacher d'importance à la forme, mais on doit la voir utile et on doit s'en servir. Plus vous allez pratiquer les techniques pour vous permettre de rester vivant, plus vous aurez un ajusteur de pensée, plus vous aurez la faculté de bannir votre âme pour s'en rester vivant. Plus l'énergie formique qui va vous atteindre pourra être restructurée en énergie non formique. Et là, vous aurez la possibilité d'exprimer de l'énergie non formique à l'extérieur. Ce qui va engendrer chez vous une plénitude, une compréhension, un soudage à l'ajusteur de pensée et l'enlignement vers une fusion avec le double éthérique. Mais lorsque nous parlons de double éthérique, nous parlons encore une fois d'une forme. Mais le double éthérique est la constitution plus ou moins finale dans le monde formique de ce que sera l'homme du point de vue de sa conscience évolutive. Alors, de façon à ce que l'énergie qui doit alimenter votre constitution évolutive, une énergie particulière puisse parvenir à vous, elle prend la forme de l'eau. Prenant la forme de l'eau, elle est quadridimensionnelle, elle a le temps d'exister et elle a 3 dimensions spatiales. Pour que la conscience puisse avoir accès à toutes ces structures, la plus basse forme, le début se fait par la création formique. Alors, les formes sont engendrées, les soleils sont engendrés, les galaxies ont des formes, les univers ont des formes. Et chaque forme est une symbolique contenant une consistance énergétique. Une forme ne peut pas avoir cette forme si il n'y a pas l'énergie dedans pour la maintenir.
c'est l'énergie qui est importante, mais l'énergie n'est absolument pas copiable, captable par l'homme, si elle n'est pas emmagasinée dans une forme. Alors, les corps physiques sont créés. Et le corps physique est l'accumulation d'immensité d'énergie, de conscience, qui ne peut conserver son identité, qui ne peut conserver sa structure dans le système quadridimensionnel qu'en étant exprimée par une forme. Une forme qui sera continuellement changeante, vieillissante, maturante, mutante. Le corps physique. Et pour que le corps physique, l'énergie à l'intérieur qui supporte de l'intelligence à un moment donné de son évolution, il en supporte tout le temps, mais il n'a pas la conscience de l'intelligence. Lorsqu'il a la conscience de l'intelligence, il devient un homme nouveau, femme nouvelle, un enfant nouveau. Eh bien, il a besoin de certaines doses d'énergie pour pouvoir supporter sa constitution. Alors, il va chercher de l'eau, dans laquelle est placée de l'énergie sous une forme particulière, la forme hydrogène-oxygène, placée en triangle, en pyramide. Et il boit l'eau. Buvant l'eau, du point de vue de l'ego, il reçoit une énergie qui apaise une certaine souffrance, la soif psychologique. Qui le catalogue comme ayant été apaisé, comme ayant été l'apaisement de la soif biologique. L'eau permet l'entretien de la forme, dans l'âme, comme dans le corps. Lorsque nous créons une substance, une chose qui a une esthétique, nous engendrons une forme particulière et nous imposons à la forme une énergie particulière. Et c'est cette énergie qui est utile. Voilà la forme. Lorsque l'énergie accumulée dans cette forme est totalement recopiée dans l'homme, totalement digérée par l'homme, l'esthétique est perdue. Alors l'homme ne voit plus la forme et il trouve que la forme est rendue laide. Bien évident, l'ego va mémoriser la forme et l'ego peut vouloir conserver cette forme parce que l'ego a besoin de nourriture formée. Et là, le changement des choses matérielles engendre la souffrance dans l'ego. Pourquoi pensons-nous qu'il y a sur cette planète une perpétuelle dégradation des formes? Parce qu'il y a une perpétuelle descente d'énergie. Et l'énergie qui descend a continuellement besoin de nouvelles formes pour être contenue. Alors les arbres meurent, les animaux meurent, les corps physiques meurent, les autos rouillent, les maisons se désagrègent, les lacs se tarissent, les déserts s'étirent. Tout change. La position de la planète dans l'univers change. La grosseur et l'intensité du soleil changent. La chaleur, le climat, tout change. Rien ne peut être statique. Parce que finalement, tout est l'expression de l'illusion au travers de la forme. Si la forme devient absolument rigide, il n'y a plus d'énergie qui coule au travers. Alors c'est une forme morte. Et ça n'existe pas. Étant donné que le schéma évolutif de l'homme est relativement rapide, nécessairement son évolution engendre la rouille des automobiles, la dégradation des maisons, la dégradation de son corps physique et de tout ce qui existe dans la matière. Même l'or se dégrade. Même l'acier inoxydable se dégrade. On sait que l'uranium se dégrade en quelques millions d'années pour devenir du plomb. L'or se dégrade aussi. Rien n'est stable. Rien n'est stable parce qu'il y a la vie qui traverse la forme. Et la vie ne peut être perceptible par une conscience qui est en croissance que si elle est arrêtée momentanément dans une forme. Étant arrêtée momentanément dans une forme, elle est perceptible par la conscience, qui, elle aussi, pour pouvoir percevoir l'instantané, est obligée de le fixer dans une forme. Alors, il y a la création des cellules, la complexification de ce phénomène, et lentement l'engendrage de corps pluricellulaires complexes, corps de l'homme. On doit comprendre que la forme, c'est l'apparence temporaire d'une condition créationnelle
Votre corps physique est l'apparence temporaire d'une condition créationnelle. C'est pourquoi vous pouvez le muter. C'est pourquoi il change de toute façon. Et à un moment donné, des enfants naissent et des vieillards partent. C'est comme l'océan, après une grande vague, d'autres vagues suivent. Il y aura toujours des vagues, mais ce ne sera jamais la même vague, mais toujours la même eau. Alors la mer est restée la même, et pour que l'être humain puisse connaître la vie dans la mer, elle prend la forme des vagues. Les vagues viennent user les plages. Ce n'est pas l'eau qui use la plage, c'est la vague. Ce n'est pas l'eau qui use un territoire, c'est le courant. L'eau n'use pas, c'est le mouvement use. Et le mouvement, c'est la vie. De l'eau placée dans un récipient ne l'use pas. Mais faites tomber des gouttes d'eau dans le même récipient et de la longue, ça vient aussi. Ce qu'on doit comprendre, c'est que ce qui constitue la forme ne change pas, ne meurt pas, ne disparaît pas. Cela va totalement être transformé en quelque chose d'inexistentiel à la fin de la création. C'est déjà accompli du point de vue créationnel, mais ça ne nous regarde pas, nous sommes dedans de notre point de vue de vie, ce n'est pas accompli. La création, on doit la considérer comme le propriétaire d'une compagnie qui fabrique des automobiles. Alors, une personne vient lui dire, j'ai besoin d'une flotte d'automobiles de 400 automobiles. Le propriétaire va dire, en un an, on peut les fabriquer. Et l'autre va dire, bon, alors, je les paye dans un an. Le propriétaire va dire, non, tu peux calculer que c'est fait. Les automobiles, ils sont finis. Tu en as besoin dans un an, va-t'en. C'est réglé. Les autos ne sont pas fabriqués encore. Mais du point de vue de celui qui est en haut, c'est réglé. C'est fini, c'est correct, c'est réglé. On peut signer le contrat, c'est correct. C'est terminé, c'est accompli. Mais les automobiles sont finis. Du point de vue du mécanicien, c'est loin d'être fini. Mais du point de vue du gars qui vient de vendre en haut, c'est totalement fini. Le contrat, il est scellé. Les automobiles, de toute façon, vont arriver. C'est évident. Mais si le mécanicien, il se dit, le gars qui fabrique l'automobile ou la fille, il se dit, ben vu que c'est évident que dans un an, ils vont être là, à quoi ça sert de les faire? Mais il y a le problème, c'est que si tu ne les fais pas, ils ne seront pas là. C'est évident que ça va être là parce que c'est évident que tu vas les faire. C'est évident que ça va être là parce que c'est évident que tu vas les faire. Du point de vue de l'extra-créationnalité, notre travail est accompli. Mais ce n'est pas encore fini du point de vue des mécaniciens de l'homme. C'est celui qui est dans la forme. Alors, on a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué? Oui. Mais il y a plein de chasseurs et plein d'ours. On peut se permettre de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'individu veut la peau de l'ours dans un an. De toute façon, il l'aura, sa peau de l'ours. Il peut même le payer content tout de suite, c'est réglé. La forme, à travers cette création, c'est tout ce qui permet de contenir le temps et l'espace. La forme, c'est la seule structure de base qui permet de digérer, de résorber ce temps et l'espace. Le problème, c'est que l'être humain ne regarde que la forme. Étant donné que l'ego est une forme, constituée de formes, qui canalise et qui contient de l'énergie, mais l'ego étant formique, ne voit pas l'énergie, mais ne voit que la forme prise par l'énergie, ne peut pas connaître autre chose que les choses formiques. Alors, la forme, mon ego est identifiant aux formes parce qu'il est constitué d'agglomérats formiques qu'on appelle de la mémoire événementielle, soudés par de la mémoire émotive. Il continue à paramétrer l'énergie dans la forme qu'il connaît. Exactement comme l'inuit, qui prend un bloc de pierre et qui le place sur sa table. Quelle sculpture il va faire avec, il ne le sait pas.
Il s'en fout. Il regarde la pierre, et à un moment donné, il va voir ce que lui appelle, il va voir ce que la pierre lui révèle. Et subitement, il voit un oiseau dans la pierre. Alors, il se met à tailler la pierre et il élimine tout ce qui ne fait pas partie de la forme. Et il a l'oiseau. Mais dans la pierre, il n'y avait pas d'oiseau. Après que l'homme ait placé l'expression égoïque de son énergie dans la pierre, il y aura l'oiseau, la sculpture de l'oiseau. Mais dans la pierre, il n'y en avait pas. La pierre lui a révélé l'oiseau. Prenez la même pierre avant qu'il la sculpte et donnez-la à un autre Inuit. Il méditera et la pierre lui révélera un phoque. Donnez-la à un autre avant qu'il la taille et la pierre lui révélera un enfant. La pierre révélera ce que l'énergie de l'Inuit arrive à projeter. Mais il n'y a aucune différence moléculaire ou atomique entre les molécules de la pierre qui ne font pas partie de l'oiseau, des molécules de la pierre qui constituent l'oiseau. Mais la psychologie de l'homme va prendre un ciseau, une lime, et elle va ôter ce qui ne fait pas partie de la forme. De cette façon, l'Inuit projette l'évolution de son ego dans la pierre, où il dit « Tu es un oiseau parce que tu n'es pas une pierre ». Alors il prend la pierre et il en fait un oiseau. Mais l'homme, c'est la même chose. L'homme, il élimine continuellement des choses autour de lui, de façon à pouvoir conserver l'identité qu'il a de sa forme. Et à travers les concepts de son ego, les concepts de la parole, il élimine aussi des mots, de peur de briser sa forme. Manger du porc, c'est mieux que manger du cochon. Il élimine les mots. Parce que la résonance vibratoire dans le mot porc n'a pas la même consonance-résonance que dans le mot cochon. Même si, apparemment, c'est le même animal. Mais il se trouve que ceux qui mangent du cochon sont beaucoup plus souvent malades que ceux qui mangent du porc. Parce que celui qui mange le porc place de l'énergie dans la forme, une énergie qui est plus assimilable par l'homme que celui qui mange du cochon. C'est une forme. Nous devons apprendre à jouer avec les formes. Et nous devons comprendre qu'une forme amène vers nous une énergie. Ce n'est pas la forme de la pomme qui est importante. Mais si la pomme n'aurait pas de forme, il n'y aurait pas de pomme. Alors nécessairement, la pomme a une forme, de façon à ce que l'énergie qui prend cette forme puisse être transférée dans une autre forme et finalement dans un autre état de conscience. La seule façon pour l'énergie de se réveiller est d'être assimilable par ce qui est réveillé. La matière s'est réveillée par la forme l'a révélée. Révéler veut nécessairement dire induire la conscience. Une chose révélée est une chose sue. Une chose révélée est une chose connue. Une chose révélée est une chose expérimentable, expérientiable. Alors, la matière existait avant, mais elle n'était pas révélée. Lorsqu'elle fut révélée, la conscience apparut, parce que la révélation de la matière est la prise de conscience de la structure. Mais pour que la conscience apparaisse dans l'espace-temps, il a donc fallu l'apparition de la forme, ce qui révèle la matière. La forme la plus révélable, la plus révélée, est l'homme. Lorsque l'homme va dans la forêt et qu'il a faim, s'il demande aux animaux de venir le nourrir, il n'aura pas besoin de chasser longtemps, car des animaux viendront et se laisseront tuer. Et l'animal mangé par l'homme évolue. La plante mangée par l'homme évolue. Parce que la forme énergétique placée dans cette structure, assimilée par l'homme, prend de l'avancement. Et tout ce qui est excrété par l'homme reconstituera une forme qui pourra être rebouffée par l'homme à un moment donné, ou par d'autres animaux. Le problème, c'est que l'être humain s'attache à la forme et non plus à l'énergie contenue dans la forme. Et lorsque nous parlons, lorsque nous amenons des mots,
lorsque nous engendrons des paradoxes, lorsque nous plaçons deux formes de dimensions différentes, les unes par rapport aux autres, les unes dans les autres. Un paradoxe, c'est lorsqu'une forme occupe le même espace-temps qu'une autre forme. Et c'est pourquoi l'ego ne peut pas le supporter. Il est aussi pénible pour l'ego de supporter le paradoxe dans la conscience orale que de voir quelqu'un traverser un mur. Quelqu'un qui traverse un mur occupe le même espace-temps que le mur avec son corps physique. C'est un paradoxe. L'individu qui observe se frappe la tête dans le mur et l'autre le traverse. Les deux sont deux corps physiques pareils. Les murs sont le même mur. Alors il y a un paradoxe. Il y a une chose qui se peut et qui ne se peut pas en même temps. Le paradoxe, au niveau de l'évolution de l'ego, oblige nécessairement l'ego à augmenter son potentiel de croissance parce qu'il entraîne dans la conscience de l'ego un déphasement total entre ce qu'il conçoit de l'espace-temps et de tout ce qui est au-delà de l'espace-temps. Le paradoxe entraîne dans la conscience neuronique de l'homme l'ouverture d'une porte vers l'extérieur du monde planétaire. Un paradoxe permet à l'humain d'ouvrir une vanne, une porte, qui l'oblige nécessairement à être projeté dans quelque chose qui n'est pas quadridimensionnel. Dans une région particulière de la création, un monde parallèle, où deux objets peuvent occuper le même espace dans le même temps. Un paradoxe semble donc toujours contradictoire. J'ai un corps physique et je te donne une claque. Paf! Et je passe ma main à travers la table. Alors le paradoxe, comment fais-tu pour me frapper? Ou comment fais-tu pour passer ta main à travers la table? Dans cette conscience de l'ego, deux phénomènes absolument totalement contradictoires doivent occuper le même espace-temps dans l'âme. Et jusqu'à date, l'ego, l'âme, n'a pas expérimenté suffisamment de paradoxes. Parce que l'être humain arrive à boire le paradoxe sans essayer de le comprendre par une logistique intellectuelle. L'intellect ne peut pas vivre le paradoxe. Même le plan mental ne peut pas vivre le paradoxe. Parce que ça devient illogique dans l'apparence. Dans l'apparence, dans la forme. Mais au-delà du plan mental, il y a le plan supramental, un plan d'intelligence suffisamment instantané qui permet à ces concepts, à ces formes relativement basses, de pouvoir cohabiter dans le même espace-temps sans problème. Alors l'individu qui arrive à accepter un paradoxe, à le boire, nécessairement va sourire. Il ouvre une porte. Il ne comprend pas le paradoxe. Il ne comprend rien du paradoxe, mais il le sait véridique. Utiliser les formes, cela veut dire utiliser l'onde de forme. Une forme émet une onde. Une forme est constituée d'énergie, disons, de matière. La matière est la révélation de l'énergie. Cette matière rayonne. Il y a de l'énergie électromagnétique qui est dégagée par toute structure matérielle. Ce rayonnement est envoyé dans le temps et dans l'espace à 299 792,5 km à la seconde. Et il va frapper toutes les autres formes, transportant vers les autres formes une partie de sa propre présence. Alors il colore toutes les autres formes. Instantanément, une chose matérielle, dans un contexte non paradoxal, impose son espace-temps à tout ce qui l'entoure. Dans ce contexte non paradoxal, une forme ne peut occuper le même espace-temps qu'une autre forme. Vous ne pouvez donc pas être assis sur la même chaise qu'un autre en même temps. L'ego a expérimenté cette mécanicité depuis qu'il est là. L'ego ne peut pas connaître les mondes parallèles. Il peut les apprendre. Il ne peut pas les vivre. Il ne peut pas les vibrer. Il ne peut pas le savoir.
Lorsqu'une onde de forme frappe une autre forme, elle colore la forme qui réfléchit, celle-ci en absorbera une partie, et à travers l'onde de forme qu'elle émet, elle exprimera la partie absorbée mélangée à la partie qu'elle émet, et cela, mélangé à ce qui a été réfléchi, reviendra vers celui qui a émis son onde de forme. Et on appelle cela une onde de retour. L'onde de retour ainsi absorbée par l'émetteur donne l'illusion à l'émetteur que ce qu'il reçoit est l'onde qu'il a émise. Étant donné qu'il a l'impression que c'est l'onde qu'il a émise, l'ego émetteur finit par s'assujettir totalement à l'impression des autres pour se connaître. Alors il aura besoin d'être exprimé, d'être absorbé et réfléchi par d'autres humains ou un miroir pour pouvoir dire « c'est moi ». Le problème, c'est que votre ego, qui est bâti de formes et qui s'alimente à partir d'une forme particulière, celle qu'il croit être lui-même, doit continuellement entretenir ce qui réfléchit les ondes de forme. C'est comme un arbre. Votre ego est un arbre et il projette à l'extérieur l'idée même de l'arbre. Et lorsque son onde de forme frappe un arbre, elle est réfléchie vers lui et l'ego se dit « c'est moi ». Mais à un moment donné, il pleut un peu plus et l'arbre pousse. Alors là, ça oblige l'ego qui reçoit à devoir changer son opinion. Ou bien, il devra couper l'arbre, tailler la tête de l'arbre, s'arranger pour travailler autour de l'arbre pour que l'arbre ne grandisse pas trop vite, de façon à ce que l'arbre ne change pas, pour que l'onde de retour ne soit pas changée, pour que lui puisse continuer à boire la même onde de forme, refusant l'évolution. Mais à un moment donné, il manque des minéraux dans le sol. Alors l'arbre commence à dépérir. Et pour que l'onde de retour ne soit pas changée, notre ego continue à travailler. Et il ensemence. Il ensemence, c'est-à-dire qu'il engraisse. Il met de l'engrais dans le sol. Il arrose au sol. Et il y a trop de soleil. Alors il met une toile qu'il ouvre de temps en temps lorsqu'il y a trop d'ombre. Et il fait trop froid. Et l'arbre gèle. Les feuilles tombent. Alors il réchauffe, il fait une serre. Toute cette énergie est placée par l'ego de façon à préserver l'extérieur pour préserver l'intérieur. Alors, une grande partie de toute l'expression de l'évolution de l'ego de l'homme est orchestrée dans le but de conserver les formes autour de lui, formes qui viennent le nourrir et qui lui certifient qu'il ne change pas. Alors, à un moment donné, l'ego finit par accepter l'idée qu'une feuille de plus dans l'arbre, ce ne serait pas pire. Alors, il accepte une feuille de plus. Et là, il est convaincu qu'il vient d'évoluer énormément. À un moment donné, il se dit, soyons humbles. Il accepte d'autres petits brins d'écorce. Un ego ne change jamais rapidement, parce qu'il est expérientiellement assujetti à ceux qui le nourrissent. Cela veut dire que lorsque l'être humain commence à engendrer une société où les choses sont transformées, si l'arbre n'a pas le choix d'être changé, si l'ego n'a pas la capacité de maintenir l'arbre, alors l'onde de retour de l'ego sera changeante. Expérientiellement, l'ego souffrira, mais veut pas, il changera pour s'adapter à l'onde de forme qui change. Toute la vie, toute la forme d'à travers la vie est changeante exclusivement pour cette raison. Elle permet à l'ego, elle oblige l'ego à continuellement devoir s'adapter. S'adapter à une nouvelle automobile, s'adapter à une nouvelle maison, s'adapter à un nouveau corps, s'adapter à une nouvelle forme. Et cette adaptation perpétuelle oblige l'ego à continuellement rester en vie. Lorsqu'un ego arrive à vivre dans un monde qui ne change plus, il ne sait même plus qu'il est là. Bien qu'il se nourrisse, il perd la conscience. La forme. Qu'est-ce qui frappe le plus l'humain? C'est quand les choses changent trop vite. Et quand les choses changent trop vite, l'humain est tout perdu. Pourquoi l'humain est perdu? Pas parce que les choses changent trop vite. C'est parce que l'humain met trop d'énergie à essayer de suivre, de par son ego, le changement. Étant donné que l'être humain continue, de par son ego, à vouloir bloquer le changement,
alors je lui donne la raison sociale la plus courante. Les choses vont trop vite. Alors que l'ego passe sa vie à brailler que ça va trop lentement, son évolution, à l'instant où ça va 1/10 millionième de kilomètre de plus, ça va trop vite. On doit considérer le monde tel qu'il est. On doit considérer les choses, les objets, les corps et même les événements comme étant des formes. Des formes qui cachent de l'énergie. Manger une pomme, c'est manger de l'énergie. Ce n'est pas manger une pomme. Et lorsque nous absorbons de l'énergie qui ne nous convient pas, c'est cette énergie qui est le problème. Elle demande une transformation trop radicale de la forme de notre corps physique et nous ne pouvons pas le supporter. Le corps physique est une forme suffisamment égoïsée du point de vue génétique pour lutter et vouloir se conserver. Mais il change. Lorsque l'être humain aborde une forme, un autre être humain, un arbre, un événement, un cours d'eau, une automobile, une maison, une rue, il aborde de l'énergie. L'énergie émise par la forme vient créer une perturbation dans son ego, dans son âme. Cela engendre une expérience intra-amique qui souvent se révèle comme une émotion. Et il y a nécessairement expérientiation du point de vue de l'âme, de l'événement et de l'objet, donc de la forme. Et il y a nourriture. Parce que l'être humain lutte continuellement contre ses nourritures, il perd l'énergie qu'il ramasse. Lorsque l'être humain mange du sucre, il doit prendre plus d'énergie dans son corps physique pour digérer le sucre que ce que le sucre peut lui amener. Alors il perd en énergie. Dans l'ego, c'est la même chose. Bien souvent, l'humain essaie de digérer totalement la même chose. Et pour la digérer, il doit la fractionner. Et pour arriver à la fractionner, il doit mettre plus d'énergie que la chose en contient. Alors après une explication, il est épuisé. Même s'il n'a pas tout à fait compris. C'est le paradoxe. Un paradoxe ne doit pas être digéré par l'ego. Il doit être absorbé par la conscience. Et plus l'être humain a la faculté de jouer sur des paradoxes, avec des paradoxes, plus il devient calme, plus il devient souriant, plus il devient plaisant à vivre. Alors, effectivement, la science a la difficulté à comprendre comment ça se fait qu'un corps physique n'arrive pas à traverser un autre corps physique. C'est un paradoxe. Atomiquement, les deux doivent se traverser comme deux galaxies peuvent se traverser. Mais concrètement, ils ne se traversent pas. Il y a donc des paradoxes. Et au fur et à mesure de l'évolution de la conscientisation, il y en aura des paradoxes. Pourquoi? Parce que le monde créationnel n'est pas le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes inclus dans la création, mais toutes les lois qui régissent la création ne sont pas les mêmes lois qui nous régissent nous-mêmes. À un moment donné, on a eu une explication intéressante pourquoi les pôles nord et les pôles sud sont froids et l'équateur est plus chaud. Mais il y a d'autres planètes de notre système solaire que c'est l'inverse. Les pôles sont chauds et l'équateur est froid. Il y a des régions sur cette planète où le jour il fait extrêmement chaud et la nuit extrêmement froid. On va décrire des raisons pour éliminer le paradoxe. Mais la raison intellectuelle, celle qui annule la majorité des paradoxes, elle détruit en même temps une forme extraordinaire qui permet à l'être humain d'ouvrir une porte. Cette porte, elle est ouverte dans un ajusteur de pensée vers une consistance ondoformique qui peut le nourrir d'une façon neuve. Un mot est une forme. Dernièrement, je faisais semblant de discuter avec un individu un vendredi. Et il essayait de m'expliquer que les mots, c'est rien que des formes. C'est pas important.
Et je lui posais la question, c'est pas important, le mot important ne veut rien dire. Et elle me disait, ben non, tu comprends pas. Et je lui disais, si les mots sont des formes, tu comprends pas, ça veut dire quoi? Et puis elle répliquait avec des mots extrêmement importants pour elle. Des mots qu'elle ne comprenait pas, mais qu'elle avait entendus. Et lorsque je lui reposais une question sur ces mots, elle revenait avec, voyons, non, ta question ne veut rien dire, les mots sont des formes. Le gros problème de l'humain, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une forme. La boîte qui contient toute une quantité de blocs Lego, c'est avec une boîte, pas un bloc. C'est pas important. 35 000 blocs Lego. Pas de boîte. Viens chercher. On met la boîte, c'est avec une boîte. Oui. Mais je connais beaucoup d'individus, moi, qui, s'ils gagnent 35 000 blocs Lego, vont vouloir débourser 15 ou 20 piastres pour la boîte. C'est avec une boîte. Mais rien que la boîte, elle peut t'en sauver du temps en tabarouette de ton déménagement des 35 000 blocs Lego. Et un individu qui est totalement stupide et qui ne comprend rien va dire, oh, oui, la boîte, moi, je vais prendre un sac. C'est la même affaire. Okay? Lorsqu'on parle de mots, lorsque je demande de temps en temps à des individus, Dieu, c'est quoi? Ah ben Dieu, c'est rien qu'un mot. C'est ça le problème. Dieu, ce n'est pas rien qu'un mot. Parce que si ce n'est rien qu'un mot, ce, c'est rien qu'un mot, n'est, c'est rien qu'un mot, rien, c'est rien qu'un mot, que, c'est rien qu'un mot, un, c'est rien qu'un mot, puis mot, c'est rien qu'un mot. La forme, c'est une illusion. La boîte, c'est pas les blocs Lego. On bâtira rien que la boîte. Une phrase, c'est une maison bâtie avec des blocs Lego. La maison bâtie avec des blocs Lego, c'est juste des blocs Lego assemblés. Mais l'assemblage des blocs Lego, d'une façon ou d'une autre, crée une forme différente ou une autre forme. La forme, c'est très important. C'est utile. C'est le support de l'énergie. Je prends la lettre A, B, C, D, E, F. Je prends l'alphabet, 26 lettres. Juste 26 lettres. Je prends seulement 5 lettres dans les 26 lettres. Et je fais juste mélanger les lettres. Et je pourrais créer des mots, des milliers de mots différents. Ce seront les mêmes lettres, les mêmes 5 lettres. Oh, mais un mot, c'est 10 lettres. Et en plaçant des lettres à différents endroits, j'aurai des mots différents. E, V, L, H, A, C. Ça vous dit rien? J'ai place dans un ordre différent et ça fait cheval. C'est les mêmes maudites lettres. Mais là, ça crée quelque chose chez vous. Les mots, ce n'est pas rien que des mots. C'est une forme. Mais les mots, c'est pas rien qu'une forme. Tout est basé sur la forme. Sauf que le mot cheval, ce n'est pas la forme qui est important, c'est l'énergie transmise par la forme. Toute notre évolution se fait à travers les formes. Se bâtir un monde plus beau, c'est bâtir une forme meilleure. Une forme plus esthétique, c'est nécessairement la descente, la transformation d'énergie plus basse en énergie plus haute. D'où l'importance de l'esthétique. Je ne parle pas de se mettre du noir à chaussures autour des yeux, puis du rouge à bebelle ici, puis du stop ici. C'est pas ça l'esthétique. Ça, c'est jouer certains jeux. Mais l'esthétique, c'est pour conserver une quantité d'énergie X dans le but de la récupérer à un moment donné.
on doit, par rapport à son corps, placer toute l'énergie à travers l'anégoïsation de son âme et non pas dans la structure biologique, cutanée, dans l'apparence du corps. L'apparence du corps, c'est comme un arbre. On doit continuellement le retransformer, le soigner de façon à ne pas perdre l'onde de forme qui nous renvoie à travers un miroir. Et on passe une grande partie de notre vie à surveiller l'arbre pour pas qu'il change. Mais veut pas, à un moment donné, il y a une petite ride qui vient apparaître là. On laboure avec du crémage. À un moment donné, il y a des cheveux qui commencent à être blancs. On les colore. À un moment donné, il y a des ceci, des cela. Entretenir l'arbre, c'est mettre beaucoup d'énergie à entretenir une forme inutile. Travailler l'intérieur, absorber l'énergie, jouer du paradoxe, cela va muter l'arbre. Tant qu'on est à l'entretenir. Il y a des arbres dans la forêt qui sont parfaits. La majorité ne le sont pas. Alors on s'efforce, dans les cours, dans les jardins zoologiques, parfois biologiques, botaniques, de recréer ces arbres parfaits. Alors on prend des ciseaux, on fait des coupes naturelles, parce que dans le bois, quelqu'un les coupe, c'est naturel. Et on fait des arrangements naturels, on coupe les carrés naturels. On prend l'arbre du coin de la cour et on en fait une boule naturelle. Et là, on a un paysage naturel. On n'aime pas ça, les branches qui sortent un peu partout, n'importe comment, au hasard. On veut de quoi de naturel. C'est comme ceux qui se teignent les cheveux pour faire plus naturel. Et c'est la publicité. Soyez naturel. Mettez ceci, cela, 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 cela. Et ici, vous serez naturel. La forme, elle est importante quand on l'utilise bien. Elle est ridicule quand on l'utilise mal. La majorité de toutes les structures évolutives sont basées sur la forme. Alors, cessez de venir me voir à un moment donné pour me dire, oui, mais tu sais, quand on prie Dieu, ça ne sert à rien, c'est qu'une forme, tu sais, c'est juste une illusion, c'est juste, oui, c'est qu'une illusion. Ma main est une illusion, puis quand je la claque d'en face à quelqu'un, la science ne peut pas expliquer pourquoi ça fait mal. Ça ne devrait pas. C'est donc une illusion. Va-t'en avec ton illusion. Alors, il faut faire attention avec l'idée même de la forme. Et chaque fois que j'amène des choses qui semblent paradoxales, ça fait trembler les gens. Hier, il y avait un cours sur les clés du contrôle de l'avenir. Et à un moment donné, il y a des égaux qui se promenaient en sacrableu dans le corps physique. À cause de paradoxe. Oui, mais là, finalement, j'existe-tu ou j'existe pas? Les deux ensemble. L'ego, lui, non. Il veut une évolution stable. Ou j'existe pas, ou j'existe. Si j'ai dit t'existes pas, il ne comprend pas plus parce que lui, ce qu'il veut, c'est exister. Le paradoxe, c'est une forme qui occupe le même espace-temps. Vous avez des questions sur ce que je viens de dire, sur d'autres choses, sur n'importe quoi, on les écrit et on revient.